Je m'appelle Julien Moreau et je vis au 3e étage d'un immeuble haussmannien dans le 11e arrondissement de Paris. Cet appartement, je l'ai acheté il y a 4 ans, attiré par ses hauts plafonds, ses moulures d'époque et surtout son prix défiant toute concurrence. L'agent immobilier avait été étonnamment vague sur les raisons de ce tarif avantageux. Les premiers mois se sont écoulés sans incident particulier. Mon travail de développeur informatique me permettait de télétravailler souvent et j'appréciais le calme relatif de l'immeuble. Les voisins étaient discrets. Madame Dubois au 1er étage, un couple de retraités au 2e. Et théoriquement, personne au-dessus de moi. C'est vers le 5e mois que les bruits ont commencé. Des pas lents, réguliers, qui résonnaient dans le plafond au-dessus de ma tête. Au début, j'ai pensé à des travaux, peut-être un nouveau locataire qui s'installait. Les pas suivaient toujours le même parcours. De la fenêtre donnant sur la cour, vers ce qui devait être la cuisine, puis un aller-retour vers l'entrée. J'ai interrogé la concierge, Madame Petit, une femme de 70 ans aux yeux perçants qui semblait tout savoir sur l'immeuble. Elle a pâli quand je lui ai parlé des bruits du 4e. « Il n'y a personne là-haut, Monsieur Moreau », m'a-t-elle dit d'une voix tremblante. L'appartement est vide depuis 3 ans. Intrigué, j'ai voulu en savoir plus. Madame Petit m'a raconté l'histoire de l'ancien locataire, un certain Henri Delacoeur, professeur de littérature à la retraite. Il vivait seul depuis la mort de sa femme et était devenu de plus en plus reclus. Un matin d'hiver, on l'avait retrouvé mort dans son salon, apparemment d'une crise cardiaque. Depuis sa mort, aucun nouveau locataire n'était resté plus de quelques semaines. Tous se plaignaient de bruits inexpliqués, d'une atmosphère pesante, de cauchemars récurrents. Le propriétaire avait fini par abandonner l'idée de louer l'appartement. Il restait vide, ses volets fermés, ses clés chez la concierge. Mais les pas continuaient. Chaque soir, vers 22 heures, j'entendais la même mélopée lugubre au-dessus de ma tête. Parfois, cela ressemblait à quelqu'un qui traînait les pieds, comme si la personne était âgée ou malade. D'autres fois, les pas étaient plus nerveux, presque frénétiques. J'ai tenté de rationaliser. Les vieux immeubles travaillent. Les canalisations font du bruit, les rats peuvent courir dans les cloisons, mais aucune de ces explications ne collait avec la régularité parfaite de ces sons. Il y avait une intention humaine dans ces déplacements, un schéma trop précis pour être fortuit. Une nuit, n'y tenant plus, j'ai décidé de monter au 4e étage. L'escalier grinçait sous mes pas, et chaque marche semblait amplifier le silence oppressant de l'immeuble endormi. Arrivé sur le palier, j'ai découvert une porte en bois sombre, identique à la mienne, mais dépourvue de nom sur la sonnette. J'ai collé mon oreille contre le battant. Le silence était total, presque tangible, puis soudain, j'ai entendu distinctement quelqu'un marcher de l'autre côté. Les pas se dirigeaient vers la porte, s'arrêtaient juste devant, comme si la personne se tenait exactement en face de moi. Mon sang s'est glacé dans mes veines. J'ai frappé doucement. Les pas se sont tus immédiatement. J'ai attendu plusieurs minutes dans l'obscurité du palier, mais plus rien ne bougeait. Quand je suis redescendu chez moi, j'avais les mains qui tremblaient et une sueur froide dans le dos. Le lendemain, j'ai contacté Madame Petit pour lui demander les clés de l'appartement
du dessus. Elle a d'abord refusé catégoriquement, puis, devant mon insistance, a fini par céder. « Vous le regretterez, monsieur Moreau », m'a-t-elle dit, en me tendant un trousseau de clés anciennes. Certaines portes ne devraient jamais être ouvertes. L'appartement était dans un état de conservation surprenant. Tout était resté en place depuis la mort d'Henri Delacoeur. Les meubles recouverts de draps blancs, les livres alignés dans une bibliothèque poussiéreuse, un piano droit dans un coin du salon. Une odeur de renfermé et de vieille cire flottait dans l'air. En explorant les lieux, j'ai découvert dans le bureau du professeur une collection impressionnante d'ouvrages sur l'occultisme et les phénomènes paranormaux. Parmi eux, un carnet manuscrit attira mon attention. Les premières pages relatèrent la mort de sa femme, Marguerite, emportée par un cancer foudroyant. La douleur d'Henri transparaissait dans chaque ligne. Plus je lisais, plus les écrits devenaient étranges. Henri décrivait ses tentatives pour communiquer avec l'esprit de sa défunte épouse. Il avait consulté des médiums, participé à des séances de spiritisme, acheté des ouvrages ésotériques. Sa quête désespérée l'avait mené vers des pratiques de plus en plus douteuses. Dans les dernières entrées du carnet, l'écriture devenait illisible, fébrile. Henri prétendait avoir réussi à établir un contact avec Marguerite. Il décrivait des phénomènes étranges dans son appartement, des objets qui se déplaçaient seuls, des murmures dans l'obscurité, une présence invisible qui marchait à ses côtés. Une phrase m'a particulièrement marqué. Elle est revenue, mais quelque chose d'autre est venu avec elle. Quelque chose qui n'aurait jamais dû franchir le seuil de notre monde. Les dernières pages étaient tachées de ce qui ressemblait à du sang séché. Le carnet s'interrompait brutalement, 3 jours avant la mort officielle d'Henri. En refermant le carnet, j'ai entendu un bruit sourd au-dessus de ma tête. Quelqu'un venait de faire tomber quelque chose dans l'appartement du 5e étage. Mais il n'y avait pas de 5e étage dans cet immeuble. Le bâtiment ne comptait que 4 niveaux sous les combles aménagés. Je me suis précipité vers la fenêtre pour vérifier. Effectivement, mon immeuble s'arrêtait au 4e étage. Pourtant, j'avais distinctement entendu le bruit venir d'au-dessus. Un frisson glacial a parcouru ma colonne vertébrale. Quelque chose ne tournait pas rond dans cette histoire. De retour chez moi, j'ai commencé à ressentir une présence constante. L'appartement me semblait différent, comme si quelqu'un d'invisible partageait désormais mon espace. Les objets n'étaient jamais exactement à la même place. Mes affaires étaient dérangées de manière subtile, mais perceptible. Les bruits du dessus ont pris une nouvelle dimension. Ce n'était plus seulement des pas, mais toute une symphonie de sons inexpliqués. Des portes qui claquaient, des meubles qu'on traînait, parfois même ce qui ressemblait à des conversations étouffées. Toujours au même moment, vers 22 heures, comme si une routine immuable se rejouait chaque soir. J'ai installé un enregistreur audio pour capturer ces phénomènes. Le lendemain matin, en écoutant l'enregistrement, j'ai eu la surprise de ma vie. Pendant les heures où j'entendais distinctement les bruits, l'appareil n'avait capté qu'un silence parfait. Soit mon matériel était défaillant, soit ces sons n'existaient que pour moi. Cette révélation m'a plongé dans un doute profond sur ma propre sanité mentale. Peut-être que le stress du travail
la solitude, l'atmosphère pesante de l'immeuble avaient fini par me jouer des tours. J'ai pris rendez-vous avec un médecin qui m'a prescrit des tests auditifs et neurologiques. Tous sont revenus normaux. Mais les phénomènes se sont intensifiés. J'ai commencé à voir des ombres du coin de l'œil, des silhouettes qui disparaissaient dès que je tournais la tête. Mon sommeil est devenu agité, peuplé de rêves étranges, où je déambulais dans des couloirs sans fin, poursuivi par une présence malveillante que je n'arrivais jamais à identifier. Un soir, alors que je travaillais tard sur mon ordinateur, j'ai entendu quelqu'un frapper à ma porte. 3 coups sourds, répétés 3 fois. Quand j'ai regardé par le judas, le palier était désert. J'ai ouvert la porte avec précaution, mais il n'y avait personne. Seulement une odeur étrange, un mélange de parfums fanés et de pourriture. C'est à ce moment-là que j'ai remarqué les traces sur le sol du palier, des empreintes de pas qui semblaient partir du 4e étage pour s'arrêter devant ma porte. Mais ces traces étaient étranges. Elles paraissaient anciennes, comme imprimées dans la pierre depuis longtemps, mais en même temps fraîchement marquées. J'ai suivi les traces jusqu'à l'appartement d'Henri Delacoeur. Elle s'arrêtait net devant sa porte, comme si la personne avait disparu en touchant le battant. J'ai sorti les clés que m'avait données Madame Petit et j'ai ouvert l'appartement. L'odeur de parfum et de pourriture était plus forte à l'intérieur. Dans le salon, quelque chose avait changé. Le piano, qui était fermé lors de ma première visite, était maintenant ouvert. Sur le pupitre, une partition était posée. Je me suis approché pour la regarder de plus près. C'était une valse mélancolique, annotée d'une écriture féminine délicate. En bas de la page, une signature. Pour mon Henri chéri, Marguerite. Soudain, les touches du piano ont commencé à bouger toutes seules. La mélodie qui s'élevait était celle de la partition, jouée avec une précision fantomatique. La musique emplissait l'appartement vide, résonnant contre les murs couverts de poussière. J'étais pétrifié, incapable de bouger, hypnotisé par cette performance d'outre-tombe. La mélodie s'est interrompue aussi brutalement qu'elle avait commencé. Dans le silence qui a suivi, j'ai entendu une voix de femme chuchoter mon nom. Julien. Le son semblait venir de partout à la fois, des murs, du plafond, du plancher sous mes pieds. Une voix douce mais chargée d'une tristesse infinie. J'ai fui l'appartement et me suis barricadé chez moi. Mais la présence m'avait suivi. Elle était maintenant dans mon salon, invisible mais palpable. Je sentais des courants d'air glacé se déplacer dans la pièce, des zones de froid intense qui bougeaient comme si quelqu'un marchait près de moi. Cette nuit-là, je n'ai pas fermé l'œil. Assis dans mon lit, j'observais ma chambre en essayant de percevoir le moindre mouvement suspect. Vers 3 heures du matin, j'ai vu la poignée de ma porte tourner lentement. La porte s'est entr'ouverte sans bruit, révélant l'obscurité du couloir. Une silhouette féminine s'est dessinée dans l'embrasure. Elle portait une robe d'époque, ses cheveux étaient relevés en chignon, et son visage était d'une pâleur cadavérique. Ses yeux, 2 trous noirs, dans lesquels semblait danser une lueur malveillante, étaient fixés sur moi. Elle ne bougeait pas, se contentant de me regarder avec une intensité troublante. « Marguerite » ai-je chuchoté, la voix brisée par la peur. La silhouette a hoché la tête lentement.
puis a levé une main translucide pour me faire signe d'approcher. Malgré ma terreur, je me suis senti irrésistiblement attiré vers elle. Mes jambes ont bougé sans que je le veuille, comme si elle contrôlait mes mouvements. Plus je m'approchais, plus je réalisais l'horreur de son état. Sa peau était grisâtre, parcourue de veines noires visibles. Des taches de moisissure s'étalaient sur sa robe jadis élégante. Son sourire révélait des dents noircies, et une odeur de terre humide et de décomposition émanait de son corps spectral. « Tu vas m'aider », a-t-elle dit d'une voix qui semblait venir d'au-delà du tombeau. Henri n'a pas réussi à me ramener complètement. Il me faut quelqu'un de vivant, quelqu'un de jeune et de fort. Ces mots résonnaient dans ma tête comme un écho lointain, chargé d'une autorité surnaturelle impossible à ignorer. J'ai compris avec horreur ce qu'elle voulait. Elle avait besoin de mon corps, de mon énergie vitale pour achever sa résurrection. Henri avait ouvert une brèche entre les mondes, mais il était mort avant de pouvoir la refermer. Maintenant, elle était coincée entre la vie et la mort, condamnée à errer dans cet appartement jusqu'à ce qu'elle trouve un nouvel hôte. « Non », ai-je murmuré en reculant vers mon lit. « Je refuse. » Son expression s'est durcie et la température de la pièce a chuté drastiquement. Mon souffle formait de la vapeur dans l'air soudain glacial. Les meubles ont commencé à trembler et les vitres de mes fenêtres ont émis un grincement sinistre sous la pression invisible. « Tu n'as pas le choix », a-t-elle sifflé. Sa forme s'est mise à onduler, devenant plus floue et en même temps plus menaçante. J'ai attendu si longtemps. Henri m'avait promis que nous serions à nouveau ensemble, mais il m'a abandonné dans ce néant entre les mondes. Tu vas réparer son erreur. Les objets de ma chambre ont commencé à voler dans tous les sens. Mes livres se détachaient de leurs étagères, mes vêtements sortaient des tiroirs. La lampe de chevet s'est écrasée contre le mur. Au centre de ce chaos, Marguerite flottait, ses cheveux défaits dansant autour de son visage décomposé, comme s'ils étaient animés d'une vie propre. J'ai réussi à m'échapper de la chambre et à courir vers la porte d'entrée. Mais elle était verrouillée et la clé avait disparu. Je me suis retourné pour voir Marguerite glisser vers moi, ses pieds ne touchant pas le sol. Ses mains tendues vers moi semblaient aspirer l'air autour d'elle, créant un vortex glacial qui me tirait inexorablement vers elle. « Laissez-moi partir », ai-je crié, mais ma voix était étouffée par le tourbillon d'énergie négative qui emplissait l'appartement. Mes forces s'amenuisaient à chaque seconde, comme si elles drainaient ma vitalité à distance. Je sentais mes jambes fléchir, ma vision se troubler. C'est alors que je me suis souvenu du carnet d'Henri. Il y avait peut-être des informations sur la façon de renvoyer Marguerite d'où elle venait. J'ai rassemblé mes dernières forces pour me traîner vers ma bibliothèque où j'avais laissé le journal. Mes mains tremblantes ont feuilleté les pages à la recherche d'un indice, d'une formule, de quoi que ce soit qui puisse m'aider. Dans les dernières pages, j'ai trouvé ce que je cherchais. Henri décrivait un rituel de bannissement, une série d'incantations en latin qu'il avait copiées dans un grimoire du XVIIIe siècle. Mais il y avait un prix à payer. Celui qui prononçait les mots devait offrir quelque chose de précieux en échange du départ de l'esprit. Sans hésiter, j'ai commencé à réciter les formules latines. Ma voix était faible, brisée par l'effort, mais les mots anciens semblaient avoir un pouvoir propre.
Marguerite s'est arrêtée dans sa progression, son visage déformé par la rage et la surprise. « Non !» a-t-elle hurlé. « Tu ne comprends pas. Si tu me renvoies maintenant, je reviendrai plus forte. » Mais je continuais à réciter, puisant dans mes dernières réserves d'énergie. Les mots latins résonnaient dans l'appartement, comme une incantation sacrée, créant une barrière invisible entre nous. Marguerite s'est mise à reculer, son corps spectral vacillant comme une flamme dans le vent. « Quel est ton sacrifice ?» a-t-elle demandé, sa voix devenant de plus en plus lointaine. « Que donnes-tu en échange de ma disparition ?» J'ai regardé autour de moi, cherchant désespérément quelque chose d'assez précieux pour sceller le rituel. Mes yeux se sont posés sur une photo de mes parents, décédés dans un accident de voiture 2 ans plus tôt. Mes souvenirs, ai-je dit en saisissant la photo. Je sacrifie tous mes souvenirs heureux avec eux. C'était le bien le plus précieux que je possédais, et abandonner ces moments de bonheur était un prix terrible à payer. Mais c'était le seul moyen de me libérer de l'emprise de Marguerite. La photo s'est embrasée dans mes mains, sans me brûler. Les flammes étaient d'un bleu spectral, et dans leur danse, j'ai vu défiler tous mes souvenirs avec mes parents. Notre dernier Noël ensemble, nos vacances d'été, leurs sourires, leurs rires. Tout s'effaçait de ma mémoire à mesure que la photo se consumait. Marguerite a poussé un cri de défaite qui a fait vibrer les murs de l'immeuble. Son corps s'est désintégré comme de la fumée dispersée par le vent. En quelques secondes, elle avait complètement disparu, ne laissant derrière elle qu'une odeur de soufre et de cendres froides. Le silence qui a suivi était assourdissant. Mon appartement était redevenu normal, les objets retombés à leur place habituelle. Seule la cendre de la photo brûlée témoignait de ce qui venait de se passer. Je me suis effondré sur le sol, épuisé physiquement et émotionnellement, mais vivant. Pourtant, dans les jours qui ont suivi, j'ai réalisé l'ampleur de mon sacrifice. Tous mes souvenirs heureux avec mes parents avaient effectivement disparu. Je me souvenais qu'ils étaient morts, je me souvenais de leur existence, mais tous les moments de joie partagés s'étaient évaporés. Il ne restait que les souvenirs neutres ou tristes, créant un vide douloureux dans mon cœur. Les bruits du dessus ont cessé cette nuit-là. L'appartement d'Henri Delacoeur est redevenu silencieux et l'atmosphère pesante de l'immeuble s'est allégée. Madame Petit m'a confié plus tard que plusieurs locataires avaient remarqué le changement, sans comprendre pourquoi l'ambiance générale était soudain plus sereine. Quelques semaines plus tard, j'ai appris qu'un nouveau locataire avait emménagé au 4e étage. Un jeune couple avec un bébé qui semblait parfaitement à l'aise dans l'appartement d'Henri. Ils n'ont jamais signalé de phénomènes étranges, confirmant que Marguerite était bien partie pour de bon. Mais parfois, tard dans la nuit, j'entends encore des pas au-dessus de ma tête, des pas différents cette fois, légers et joyeux, ceux du petit garçon qui court dans le salon familial. Ces bruits-là ne me dérangent pas. Au contraire, ils me rappellent que la vie a repris ses droits dans cet immeuble autrefois hanté. Il m'arrive de croiser Henri Delacoeur en rêve. Il me remercie d'avoir libéré Marguerite, même si ce n'était pas de la manière qu'il avait espéré. Dans ses songes, il me confie qu'il avait sous-estimé les forces qu'il manipulait. Sa quête désespérée pour retrouver sa femme
avait ouvert des portes qu'aucun mortel ne devrait franchir. Aujourd'hui, 5 ans après ces événements, je vis toujours dans le même appartement. J'ai appris à vivre avec le vide, laissé par mes souvenirs sacrifiés, même si parfois je ressens une mélancolie inexpliquée quand je regarde d'anciennes photos de mes parents. Je sais que nous avons été heureux ensemble, mais ces moments de bonheur resteront à jamais hors de ma portée. L'expérience m'a changé. Je suis devenu plus sensible aux phénomènes paranormaux, capable de percevoir les présences invisibles qui peuplent notre monde. Parfois, je me demande si ce don est un effet secondaire du rituel, ou si le contact avec Marguerite a ouvert en moi des perceptions qui étaient jusqu'alors endormies. Récemment, j'ai commencé à recevoir des lettres anonymes. L'expéditeur semble connaître mon histoire et me propose de m'aider à récupérer mes souvenirs perdus. En échange, je devrais participer à des expériences sur la communication avec l'au-delà. Ces lettres me troublent profondément, car elles sont rédigées dans une écriture qui ressemble étrangement à celle d'Henri Delacoeur. Je n'ai jamais répondu à ces courriers, mais ils continuent d'arriver régulièrement. Hier, j'en ai reçu un particulièrement inquiétant. L'expéditeur m'informait qu'il avait trouvé le moyen de récupérer mes souvenirs sans contrepartie. Il me donnait rendez-vous dans un petit cimetière de Père-Lachaise, près de la tombe d'une certaine Marguerite Delacoeur. Cette nuit, je n'arrive pas à dormir. Les pas ont recommencé au-dessus de ma tête. Mais cette fois, ils ne sont pas ceux de la famille du 4e étage. Ces pas-là, je les reconnais. Ce sont ceux d'Henri Delacoeur, et ils se dirigent lentement vers l'escalier, comme s'ils descendaient me rendre visite. J'entends maintenant quelqu'un frapper à ma porte. 3 coups sourds, répétés 3 fois, exactement comme la première fois où Marguerite avait essayé de me contacter. Mais cette fois, je sais qui se tient derrière cette porte. Henri Delacoeur est revenu, et il veut récupérer ce que le rituel lui a pris. La poignée de ma porte commence à tourner lentement. Je n'ai pas d'autre choix que d'ouvrir et d'affronter le professeur mort qui refuse de laisser les vivants en paix. Mais cette fois, je suis préparé. J'ai étudié ses carnets, appris ses méthodes, compris ses faiblesses. Si Henri veut jouer avec les forces de l'au-delà, il va découvrir que son élève a largement dépassé le maître. Car voyez-vous, en sacrifiant mes souvenirs heureux pour bannir Marguerite, j'ai ouvert en moi bien plus qu'une simple sensibilité paranormale. J'ai acquis le pouvoir de manipuler les esprits, de les contrôler, de les utiliser pour mes propres desseins. Et Henri Delacoeur va être le premier à en faire l'expérience. La porte s'ouvre maintenant complètement, révélant la silhouette du professeur défunt. Mais contrairement à Marguerite, Henri n'est pas venu pour me posséder. Il est venu pour me proposer un marché, une alliance entre les vivants et les morts. Et moi, Julien Moreau, ancien développeur informatique devenu nécromancien malgré lui, je vais accepter son offre. Après tout, qui a dit que les voisins du dessus devaient toujours être un problème? Parfois, ils peuvent devenir vos plus précieux alliés dans un monde où la frontière entre la vie et la mort n'est qu'une illusion que seuls les faibles acceptent de respecter.